Il entra dans le manoir couvert de feuilles mortes, et 5 minutes plus tard, l'un des invités gisait sans vie. Vous imaginez? Une réunion élégante, des rires, des chandelles qui vacillent, et soudain, le silence glacé de la mort. Mais ce que personne n'attendait, c'est que le meurtrier avait laissé un indice si minuscule que seul Hercule Poirot pouvait le remarquer. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la vérité vous surprendra plus que le crime lui-même. Et dites-nous dans les commentaires, d'où regardez-vous cette histoire? Le vent d'automne hurlait à travers les arbres dépouillés, faisant claquer les volets du vieux manoir des Beaumont. Les invités arrivaient, les uns après les autres, abritant leurs manteaux trempés sous le grand porche, illuminé par des lanternes. Hercule Poirot, vêtu de son manteau gris, impeccable, et tenant sa canne d'une main ferme, franchit le seuil avec une curiosité contenue. Ses moustaches, finement cirées, frémirent lorsqu'il aperçut la salle de réception, décorée de fleurs fanées et de tapisseries anciennes. Madame Beaumont, hôtesse de la soirée, s'avança avec un sourire crispé. Ses yeux, pourtant, semblaient me cacher une inquiétude sourde. « Monsieur Poirot, quel honneur! Vous tombez à pic !» dit-elle d'une voix basse. Autour de lui, les convives bavardaient avec animation. Un colonel retraité, une jeune actrice parisienne, un banquier à l'air nerveux, et même un écrivain excentrique. Chacun semblait jouer un rôle, mais aucun ne pouvait imaginer la tragédie imminente. Les fenêtres vibraient sous les rafales de pluie, et un parfum de cire et de bois humide emplissait la pièce. Poirot observait déjà, silencieux, comme s'il percevait une dissonance invisible dans cette symphonie mondaine. Soudain, l'horloge du hall sonna 8 coups. Tous levèrent leurs verres pour un toast, mais au moment précis où le cristal résonna, un cri aigu fendit l'air et fit sursauter l'assemblée. On se rua vers le couloir. Là, au pied de l'escalier en colimaçon, gisait le corps inanimé de M. Delcourt, le banquier, la nuque brisée. Ses doigts serraient encore une lettre chiffonnée. Un murmure d'horreur parcourut la salle. L'élégante soirée d'automne s'était transformée en scène de crime. Poirot, impassible, avança lentement, posa un genou près du cadavre et murmura « Mes amis, le meurtrier est déjà parmi nous. » La pluie redoublait contre les vitres, comme si le ciel lui-même voulait enfermer les convives dans le manoir. Personne ne pouvait sortir sans se tremper jusqu'aux os. L'atmosphère, déjà lourde, devenait étouffante. Madame Beaumont, tremblante, demanda qu'on transporte le corps de M. Delcourt dans la bibliothèque, une pièce plus calme. 2 domestiques s'exécutèrent, le visage blême. Tous les regards se tournaient vers Poirot, cherchant une parole rassurante, mais il restait concentré, ses yeux balayant chaque détail. « Personne ne doit quitter la maison, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Le meurtrier est ici, et ce papier froissé dans la main de la victime est peut-être la clé. » Il déplia la feuille avec précaution et lut silencieusement quelques lignes, son sourcil se haussant d'un air intrigué. Le colonel Durand s'avança, le front plissé. « Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Poirot? Nous sommes entre gens de bonne société. Aucun de nous n'aurait... » Mais il s'interrompit, en voyant l'éclat froid dans les yeux du détective. L'actrice, mademoiselle Claire Fontaine, porta une main à sa bouche. « C'est affreux, mais je vous jure que j'étais avec madame Beaumont lorsque nous avons entendu le cri. Son alibi était rapide, trop rapide même, » pensa Poirot. L'écrivain, monsieur Valéry, ricana nerveusement. « Un drame digne de mes romans, n'est-ce pas? Peut-être que le coupable veut que nous pensions à une tragédie accidentelle. » Ces paroles semblaient plus faites pour distraire que pour éclairer. Poirot, sans un mot, se tourna vers la cheminée, où brûlait un feu mourant. Sur le tapis, à peine visible, une trace humide dessinait un motif étrange. Il s'agenouilla pour mieux voir, une empreinte boueuse, fine, presque dissimulée. « Voilà un indice que seul un œil attentif pouvait remarquer, » dit-il enfin. Les convives échangèrent des regards inquiets, conscients que le cercle se refermait. L'horloge sonna de nouveau. Cette fois, le son n'était pas seulement celui du temps qui passe,
mais celui d'une menace suspendue. Chacun se savait désormais prisonnier d'un mystère mortel. La bibliothèque sentait la cire d'abeilles, la poussière de parchemin et l'humidité du soir. Les flammes du foyer jetaient, sur les boiseries, un clair-obscur, ce qui allongeait les silhouettes en spectres hésitants. Poirot, debout près du bureau, lissa d'un geste machinal ses moustaches parfaites, puis étala sur le cuir vert la feuille retrouvée dans la main de Delcourt. Le papier, vergé fin, portait en filigrane l'empreinte des papeteries de Sèvres, détail qu'il nota mentalement avec satisfaction. L'encre, à peine grasse, révélait un ruban de machine mal entretenu. La lettre « E » présentait une légère inclinaison qui trahissait un chariot capricieux. Voilà, mes amis, une conversation muette, mais d'une politesse exemplaire. Le papier parle quand on l'écoute, dit-il d'une voix douce, tandis que les convives, groupés derrière lui, se penchaient comme pour surprendre un murmure. Il lut à mi-voix. 8 coups, palier du grand escalier. Venez seul, nous réglerons cela discrètement. La formulation, sèche et impérieuse, n'indiquait ni supplication, ni menace ouverte. Elle respirait l'habitude des transactions conclues en coulisses. Une main habituée aux affaires, ou quelqu'un qui veut le paraître, songea Poirot. Il observa les bords finement déchirés. La feuille venait d'un carnet détachable, sans doute posé dans le bureau du manoir, où l'on trouvait précisément une Remington Neolor 12, dont la touche « EE » avait un jeu suspect. Il leva la tête. « Qui parmi vous a utilisé aujourd'hui la machine à écrire de Madame Beaumont ?» Un silence flotta, lourd comme un rideau mouillé, avant que plusieurs regards ne se croisent, hésitants, chacun redoutant de devenir le premier nom prononcé. Madame Beaumont, pâle mais digne, s'avança d'un pas mesuré. Sa voix cherchait l'autorité, mais l'ombre d'un tremblement la trahissait. « Ma machine reste à disposition pour les menus travaux de la maison. Ce matin, j'ai dicté 3 lettres au majordome, et Mademoiselle Fontaine y a tapé un petit mot pour son agent. Monsieur Valéry a, je crois, relu un chapitre et corrigé quelques pages. » Ses yeux glissèrent brièvement vers le colonel Durand, puis revinrent à Poirot comme pour implorer sa neutralité. « Je vous prie de croire, monsieur, que notre réunion n'avait rien d'irrégulier, hormis l'orage. » Poirot inclina poliment la tête. « L'orage, madame, n'est irrégulier que pour ceux qui n'aiment pas la pluie. Le crime, lui, est rarement un accident. » Le colonel Durand, droit comme une baïonnette oubliée sur un manteau, tout ça pour s'éclaircir la voix. J'ai vu Delcourt passer un appel vers 19h40, ici même, d'un ton affairé. J'ai servi assez longtemps pour reconnaître la discipline d'un rendez-vous. Il serra la poignée de sa canne, dont la pointe métallique portait un anneau de boue séché. Poirot s'y attarda une seconde, non pour accuser, mais pour mesurer. Après l'appel, il a glissé quelque chose dans sa poche. Puis il s'est dirigé vers l'escalier lorsque l'horloge a sonné 8 coups. J'étais dans le vestibule. Je n'ai vu personne le suivre. Un détail, pourtant, frappa Poirot. Le colonel avait essuyé sa canne avec un soin tout militaire, mais un fil de fougère y demeurait accroché, incongru dans un intérieur si soigneusement entretenu. Mademoiselle Claire Fontaine, drapée dans un châle couleur de vin, porta la main à sa gorge, comme pour retenir un sanglot, que son métier rendait trop parfait. Je me trouvais avec Madame Beaumont, devant le buffet, lorsque le cri a retenti. Nous parlions de la programmation d'une tournée. Sa voix modulait la sincérité avec l'art d'une scène répétée. Poirot, cordial, inclina la tête, puis remarqua sur le bord de son gant un voile de poudre sombre, mélange de cendre et de suie. « Vous avez dû vous approcher de la cheminée, mademoiselle. » Elle sourit, un peu trop vite. « Le feu me rassure quand l'orage s'acharne. »« Comme à beaucoup, » répondit Poirot, notant qu'une actrice sait toujours où poser les mains pour être vue ou pour ne pas l'être. Monsieur Valéry, l'écrivain, triturait un briquet d'argent dont l'étincelle nerveuse le trahissait plus que ses phrases. « Inspecteur, pardon, monsieur Poirot, je suis sorti sur la terrasse pour respirer, avant la pluie la plus forte. J'ai pensé à une scène. Vous savez, comme l'inspiration. » Poirot observa les ourlets de son manteau.
mouillés en bas, secs aux épaules, signe d'une sortie brève, plus faufilée que contemplative. Vous avez respiré dans l'allée qui mène au jardin d'hiver, monsieur. On y ramasse ce parfum de terre et de mousse que l'on retrouve ici. Il désigna du doigt une trace fine sur le tapis, presque effacée, comme si un pas hésitant avait frôlé la laine, sans oser la fouler. L'écrivain baissa les yeux, puis les releva avec un sourire trop brillant. Les mots ont parfois de la boue aux semelles. Poirot revint à l'empreinte relevée près de l'escalier, une marque délicate, étroite, au dessin en chevron, qui n'appartenait ni aux bottines larges du colonel, ni aux souliers vernis d'un banquier prudent. Une chaussure de ville, oui, mais aux talons fins, peut-être même une bottine féminine récente, murmura-t-il. Cependant, à 2 marches du palier, la marque se dérobait. Plus de talons, seulement un frottement long et mat, comme si l'on avait glissé le pied sans la chaussure. On ôte parfois ses souliers pour étouffer un pas, ajouta-t-il, et son regard s'arrêta sur la plainte où brillait un trait minuscule de cirage noir. Le meurtrier a voulu être silencieux. Il a oublié qu'un silence parfait est une musique qu'on n'obtient jamais. Il demanda que l'on apporte la Remington. Le majordome plaça la machine sur le bureau avec une précaution de chirurgien. Poirot fit frapper par chacun une phrase simple. « Il pleut sur le manoir », tandis qu'il examinait l'inclinaison de la fameuse lettre E. Chez Claire, l'inclinaison s'atténuait, signe d'une frappe légère. Chez le colonel, l'impact raide accentuait le défaut. Chez Valérie, la touche bavardait, multipliant les micromarques comme si les mots se bousculaient à la porte. Quand vint le tour de Madame Beaumont, la lettre s'aligna avec une correction surprenante. « Vous avez fait réparer récemment ?» demanda Poirot. « Hier, par le mécanicien du village. Elle déviait trop. Cela me donnait mal à la tête. » répondit-elle. « Voilà donc une machine docile depuis hier soir. » Mais la lettre au banquier porte l'ancienne signature de son caprice. Elle a donc été dactylographiée avant la réparation, ou sur une autre Remington, jumelle, en défaut. Ernesto. Le détective referma doucement le couvercle de la machine, puis désigna l'horloge du hall, dont le balancier mestait un rythme impérieux au temps. 8 coups, un palier, un rendez-vous, et la nuque brisée qui fait croire à une chute. Mais une chute, mesdames et messieurs, laisse au bois la confession d'un combat. Éraflure, éclat, cri prolongé. Or nous n'avons qu'un cri bref, et la rampe reste intacte. On a poussé Delcourt d'un mouvement sec, calculé, au moment précis où son attention était retenue par la lettre. Il se tourna vers la rampe. Là, dissimulé dans l'ombre, un minuscule éclat de nacre scintillait. La tête d'une épingle fine, telle qu'on en trouve sur des chapeaux, ou pour fixer une boutonnière. Une main qui s'est épinglée s'est aussi frappée sans bruit, murmura-t-il. Enfin, d'un ton à la fois courtois et irrévocable, Poirot organisa la suite. « Je vous prie de regagner le salon. Personne ne quittera la maison. Le majordome recueillera vos chaussures, une paire après l'autre, et les fera sécher près du fourneau. Je les examinerai. Chacun écrira ensuite de sa main une déclaration sur l'heure de la sonnerie. Il n'est pas question d'humilier, mais de comprendre. L'honneur se lave mieux quand on lui offre de l'eau claire. » Il salua presque cérémonieux. Ce meurtre n'est pas l'enfant capricieux de la tempête. C'est l'invitation méticuleuse d'un esprit qui aime le calendrier et les horloges. Nous allons, si vous le voulez bien, lui apprendre la ponctualité de la vérité. Dans le grand salon aux tentures sombres, les convives se tenaient groupés, comme des naufragés autour d'un radeau qui craque à chaque vague. Le feu dans l'âtre peinait à réchauffer l'atmosphère. Ce n'était plus la pluie qui glaçait, mais le soupçon. Chacun jetait des coups d'œil furtifs, tantôt vers la porte, tantôt vers Poirot, qui, immobile au centre, observait avec la patience d'un horloger. Sa silhouette, impeccable dans son costume parfaitement ajusté, contrastait avec les visages crispés et les mains nerveuses des invités. On sentait que derrière ces moustaches rigides,
Son esprit tournait déjà plus vite que les aiguilles de l'horloge. Le majordome, fidèle à ses ordres, déposa sur un tapis une série de chaussures encore humides. Bottines, escarpins, souliers cirés, tous alignés comme des soldats au rapport. Poirot se pencha, toucha du doigt les semelles, huma même le cuir, provoquant des frissons d'incompréhension. Il ne s'agissait pas seulement de vérifier la boue ou l'usure, il cherchait des histoires inscrites dans la matière, comme un archéologue qui lit dans une pierre le passage des siècles. Chaque paire racontait un fragment de la soirée, mais une seule mentait. Il prit en main une bottine féminine, fine, aux talons élégants, mais légèrement fendus. À l'extrémité de la semelle, un grain de gravier scintillait, coincé dans la rainure. « Voilà qui est curieux », murmura-t-il. « Ce gravier vient de l'allée du jardin d'hiver. Et pourtant, Mademoiselle Fontaine, vous disiez d'être restée tout le temps dans le salon. Comment expliquer ce petit caillou voyageur ?» La jeune actrice pâlit. Ses lèvres tremblèrent, mais elle se reprit aussitôt. « J'ai voulu respirer une minute à la fenêtre ouverte. C'est sans doute. » Poirot leva la main, interrompant sa justification. « Inutile de jouer une scène, mademoiselle. Ici, vos spectateurs ne sont pas dupes. Le colonel Duranton intervint, plus rouge que le feu de la cheminée. C'est ridicule. Un gravier ne fait pas un meurtrier. Nous avons tous traversé le jardin en arrivant. Et si vous voulez tout savoir, j'ai moi-même trouvé Delcourt suspect ces derniers temps. Des dettes de jeu, peut-être ?» Ces mots claquèrent comme une salve. Mais Poirot ne se laissa pas distraire. « Colonel, vos bottes portent la trace de fougères encore humides. Or, il n'y a pas de fougères près de l'entrée. Vous êtes donc allé ailleurs ce soir, peut-être vers le bosquet ?» Le militaire serra les poings, prêt à protester, mais se ravisa sous le regard perçant du détective. Monsieur Valéry, l'écrivain, éclata d'un rire forcé. Ce manoir devient un théâtre. On accuse, on soupçonne, on improvise des intrigues. Si j'écrivais cette scène, je placerais le coupable parmi ceux qui crient le plus fort. Son rire s'éteignit devant l'indifférence glacée de Poirot. Celui-ci rétorqua doucement. « Justement, monsieur, dans mes enquêtes, les rires sont souvent des masques, et les masques tombent toujours au troisième acte. » La phrase, posée comme une prophétie, fit taire l'écrivain, qui s'enfonça dans son fauteuil, mal à l'aise. Poirot prit ensuite la feuille chiffonnée retrouvée sur le cadavre. Il la posa bien en évidence sur la table basse, comme une pièce à conviction, mais aussi comme un miroir destiné à révéler les regards. « Voyez, dit-il, ce rendez-vous écrit avant la mort. Celui qui l'a dactylographié pensait que personne ne remarquerait la lettre défaillante. Mais moi, j'entends le langage des machines comme celui des hommes. » Tous baissèrent les yeux, incapables de soutenir son assurance. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le claquement de la pluie contre les vitres. Madame Beaumont, enfin, rompit ce silence. Sa voix était plus grave qu'auparavant, presque solennelle. « Monsieur Poirot, je vous conjure de découvrir la vérité avant que cette maison ne soit déshonorée. Mon époux a bâti sa réputation sur l'honneur des Beaumont, et je ne supporterai pas que le nom de ma famille soit sali par un scandale. » Poirot s'inclina légèrement. « Madame, je vous le promets, mais sachez que la vérité ne protège pas toujours les réputations. Elle les brise parfois pour mieux libérer les âmes. » Les convives frissonnèrent. Chacun sentit que ses secrets n'étaient plus à l'abri. Puis d'un geste précis, Poirot remit de l'ordre dans les chaussures et demanda que l'on serve du thé. Ce geste banal, presque incongru au milieu de l'angoisse, déstabilisa les invités, mais c'était sa manière de tester leurs nerfs. Alors que les tasses brûlantes circulaient, il observait chaque main. Certaines tremblaient, d'autres s'accrochaient trop fermement à la porcelaine, d'autres encore cherchaient refuge dans la fumée qui montait. Chaque geste, chaque tic devenait pour lui une phrase d'un langage secret. Enfin, après une longue pause, il déclara « Mesdames, messieurs, le cercle se referme. Parmi vous, il y a une personne qui a rédigé cette lettre, qui a fixé ce rendez-vous et qui a précipité M. Delcourt dans l'escalier. La pluie nous empêche de fuir, et c'est une chance.
car dans cette maison close, la vérité, tôt ou tard, éclatera comme l'orage. Ces mots résonnèrent dans le salon, lourds comme une condamnation. Personne n'osa répondre, mais tous comprirent qu'ils venaient bas de perdre leur dernière échappatoire. La pluie battait toujours contre les vitres comme une main obstinée réclamant l'entrée, mais personne ne songeait plus à ouvrir. Dans le salon, le temps semblait suspendu. Les invités, assis en cercle autour de Poirot, ressemblaient à des accusés attendant leur jugement. Le détective, parfaitement droit dans son fauteuil, les regardait tour à tour avec cette fixité douce mais implacable qui obligeait chacun à se sentir coupable. Ne fût-ce qu'un instant. Les flammes de la cheminée projetaient des éclats rougeâtres sur les visages, sculptant les ombres, comme pour révéler les failles intérieures. Poirot croisa ses mains devant lui et parla avec une lenteur calculée. « Mes amis, il est inutile de jouer encore des rôles. Dans cette pièce, chacun de vous cache un secret, petit ou grand. Mais sachez-le, les secrets, tout comme les feuilles mortes, finissent toujours par être balayés par le vent de l'automne. » Ces paroles résonnèrent étrangement, comme si la maison elle-même les avait absorbées. Madame Beaumont baissa les yeux, le colonel serra la mâchoire, l'écrivain Valéry eut un rire étouffé qui sonnait faux, et mademoiselle Fontaine cligna trop vite des paupières. Le détective se leva soudain, s'approcha de la table basse, où reposait la lettre chiffonnée, et la frappa du plat de la main. Celui qui a convoqué M. Delcourt, au palier de l'escalier, savait que 8 coups allaient à sonner. Pourquoi 8? Parce que le bruit de l'horloge couvre un cri, masque un pas, dissimule un choc. Le meurtrier a choisi le moment le plus exact, celui où tout le monde levait son verre et ne pouvait entendre que la cloche. Voilà un crime minutieusement réglé. Ces mots coupèrent l'air comme une lame invisible. Le colonel Durand, incapable de se contenir, tonna. Assez de sous-entendus. Dites clairement qui vous accusez, monsieur Poirot. Les hommes d'honneur ne supportent pas ces insinuations. Sa voix résonna comme une détonation, mais derrière son indignation brûlait une inquiétude qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Poirot inclina légèrement la tête, puis répondit calmement. « Colonel, je ne vous accuse pas encore, mais permettez-moi de rappeler que la fierté militaire ne lave pas la boue que l'on rapporte sous ses bottes. » Claire Fontaine se redressa alors, la gorge serrée, les mains tremblantes sur son châle. « Vous parlez de moi aussi, je le sais, parce qu'un gravier se trouvait dans ma chaussure, mais j'avais peur. Peur de rester enfermé avec tant d'orage. Alors j'ai ouvert la fenêtre. Oui, j'ai mis un pied dehors. Est-ce un crime ?» Sa voix vibrait d'une émotion qui semblait sincère. Mais Poirot la regarda avec une douceur sévère. « Ce n'est pas votre pied que je crains, mademoiselle, mais vos pas. Les pas disent toujours plus de vérité que la bouche. Monsieur Valéry, cherchant